Quand on pense elfe, une image très claire vient à l'esprit, n'est-ce pas? Grand, sage, immortel, le grand classique de la fantaisie. Mais si toute cette image reposait sur une sorte d'énorme malentendu, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va explorer leurs origines, qui sont bien plus surprenantes qu'on ne le croit. Alors, voilà le plan. On va commencer avec l'elfe qu'on connaît tous, ensuite on va remonter jusqu'à son créateur, après ça on plonge dans les vieux mythes et c'est là que ça devient intéressant avec une petite surprise. Et pour finir, on verra comment tout ça a donné naissance aux elfes de nos univers préférés. Allez, on y va. Bon, pour commencer, une question qui a l'air toute simple, vraiment toute simple, mais la réponse, elle est beaucoup moins évidente qu'on pourrait le croire. Alors, si on se demande c'est quoi un elfe, il y a de fortes chances qu'une image bien précise apparaisse quasi instantanément. Voilà, c'est ça, l'image d'Épinal, l'archétype parfait de la fantaisie. Un être humanoïde, super élégant, souvent dans les forêts, très proche de la nature, et qui fait partie d'une civilisation un peu sur le déclin, mais incroyablement raffinée. Ok, mais d'où elle sort cette image? Elle est tellement précise, tellement universelle dans la fantaisie. Eh bien, pour comprendre, il faut s'intéresser à un seul homme, un véritable architecte. Et cet architecte, c'est bien sûr J.R.R. Tolkien, l'auteur du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. C'est vraiment lui qui a posé les bases de l'elfe moderne. Il a en quelque sorte écrit le mode d'emploi pour tous les auteurs qui sont venus après. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Tolkien n'a pas juste repris des vieux contes. Non, il a fait un choix très conscient. Il voulait s'éloigner de l'image des petites fées ou des lutins espiègles. Il a voulu donner à ses elfes de la noblesse, de la profondeur, un côté un peu mélancolique. Bref, il les a complètement réinventés. Mais pour faire ça, il est allé chercher son inspiration beaucoup plus loin. Et c'est là qu'on remonte le temps. Pour comprendre d'où viennent les elfes de Tolkien, on doit faire un sacré bond en arrière. Notre destination, c'est la Scandinavie ancienne, direction la mythologie nordique. Et là, on ne cherche pas un elfe, mais une créature qu'on appelle l'alf. Au pluriel, on dit alfar. Alors, comment on connaît ces histoires? Principalement grâce à des textes qu'on appelle les Edda. Ce sont des manuscrits islandais, mais attention, ils ont été écrits bien après l'âge des Vikings. C'est un détail important pour la suite. Dans ces textes, on trouve un royaume qui s'appelle Alfheim, littéralement le monde des elfes. Ça semble clair, non? Eh bien, pas tant que ça. Déjà là, ça commence à être flou. On ne sait pas très bien si c'est la maison des elfes ou celle du dieu frayeur. Les sources se contredisent. Et cette confusion, cette ambiguïté, on va les retrouver tout le temps. Et on arrive à la partie la plus connue de cette mythologie, la fameuse division entre deux types d'elfes. C'est une idée qui a eu une influence énorme sur la fantaisie, mais comme pour le reste, son origine est loin d'être simple. Alors, cette division, on la doit à un érudit islandais du XIIIe siècle, Snorri Sturluson. Dans son texte, l'Edda en prose, il est très clair. Il dit qu'il y a d'un côté les Liosalfar, les elfes de lumière, magnifiques, qui vivent dans le ciel, et de l'autre, les Dokalfar, les elfes sombres, qui sont, sombres, et qui vivent sous la terre. Ça a l'air simple, bien rangé, elfes de lumière en haut, elfes sombres en bas. Parfait. Sauf que les chercheurs modernes se sont penchés là-dessus et ils ont commencé à se poser des questions. D'où Snorri sort-il cette idée au juste? Et c'est là que ça devient fascinant. Le truc, c'est que cette séparation entre elfes de lumière et elfes ombres, on ne la trouve que chez Snorri, pas dans les poèmes plus anciens. Et il faut se rappeler que Snorri était un chrétien qui écrivait plus de 200 ans après la conversion de l'Islande. Cette dualité lumière-ténèbres, ça ressemble quand même beaucoup à la vision chrétienne des anges et des démons. Et le plus fou, c'est que ces Dokalfar, ces fameux elfes sombres, il y a de très fortes chances que ce soit juste un autre mot pour désigner les nains. Donc, si on résume, l'elfe originel, l'alf, ce n'est pas du tout une race bien définie comme dans un jeu de rôle. C'est une créature beaucoup plus mystérieuse, une sorte d'esprit, presque un dieu mineur, peut-être un esprit de la nature ou même un ancêtre divinisé. C'est flou, c'est puissant, mais ce n'est pas l'elfe de la fantaisie. Et c'est justement parce que c'était si flou que c'est devenu génial. Ce manque de définition, cette ambiguïté, ça a offert une page blanche incroyable à tous les créateurs d'histoires qui sont venus après. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une telle diversité. Pensez-y, dans Donjons et Dragons, c'est une race de base avec plein de sous-races. Dans The Witcher, les Aeshenseed sont une ancienne civilisation sur le déclin. Dans Warcraft, on a les elfes de la nuit, les elfes de sang, des cultures totalement différentes. Et puis on a les elfes de maison de Harry Potter. Chaque univers a pris ce concept d'elfe et l'a modélé pour raconter sa propre histoire. Le parcours de l'elfe est incroyable. D'un esprit énigmatique, il devient peut-être un nain, puis le héros noble de Tolkien. Ça montre bien à quel point les mythes ne sont jamais figés, comment chaque époque se les réapproprie. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si les personnages de nos récits sont un peu un miroir de nous-mêmes,
qu'est-ce que cette transformation de l'elfe, d'esprit flou à héros tragique, raconte sur les histoires que l'on a besoin de se raconter aujourd'hui?